mais je les manque aussi. Hein, donc, merci d'être venu, merci d'être à l'heure. Il y a un quart d'heure toulousain, mais nous n'en tiendrons pas compte. De toute façon, c'est un quart d'heure universel. On me l'a opposé aussi une fois à Besançon. On m'a dit on ne commence que dans 10 minutes parce que le quart d'heure byzantin n'est pas passé. Et donc, bienvenue à cette première session des rendez-vous du paranormal. L'usage veut qu'on commence par remercier. C'est un usage agréable. Donc, merci à Sébastien et à toute l'équipe de Calme-toi qui a organisé tout ça, qui nous a trouvé une chouette salle quand même. C'est bien mieux que la salle paroissiale de Cantaous du Zaguet, le Gaumont Wilson. Merci à tous les intervenants qui se sont déplacés, qui sont venus gentiment, simplement parce qu'on l'a demandé, et aussi parce que pour la plupart, ce sont des amis, sinon de très vieux amis. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Évidemment, si vous avez envie de partir dans un quart d'heure, ne vous gênez pas. Mais enfin, il vaudrait mieux rester jusqu'au bout, puisque comme d'usage, les stars, c'est à la fin. Et à 17h, vous aurez le plaisir de m'entendre dialoguer avec Richard Desnolan, qui est quand même un scénariste de bande dessinée quelque peu fameux, et qui m'a permis de réaliser un rêve d'adolescent, je vous dirai lequel au moment donné. Et puis à 18h, la grande conférence de Jocelyn Morrison sur les synchronicités. Vous le savez, les synchronicités, ces curieuses coïncidences incompréhensibles et inexplicables qui partagent pourtant notre vie. Jocelyn a écrit un livre, Se souvenir du futur, qui a beaucoup de succès. Il est très très demandé. Rien que ce mois-ci, il donne 4 conférences un peu partout en France. Et je lui suis particulièrement reconnaissant d'avoir bien voulu être là, même s'il n'arrive qu'à 18h. Et donc, pour introduire, puisque nous allons parler de paranormal, phénomènes paranormaux, tout le monde connaît le terme, tout le monde connaît l'expression, mais qu'est-ce qu'on met derrière cette expression ? Alors, c'est un fourre-tout. On parle de surnaturel, on parle de spiritisme, on parle de ci, on parle de là. Eh bien, je vais sans doute vous l'apprendre. Il y a une définition scientifique très précise du phénomène paranormal. Simplement, cette définition, elle n'est pas connue en France pour la bonne raison que la France est le seul grand pays industriel dans lequel il n'existe pas d'organisme institutionnel, d'organisme universitaire consacré à l'étude de ces questions. Pour prendre 2 exemples proches, si vous allez en Grande-Bretagne, vous pouvez préparer une thèse sur les phénomènes paranormaux dans une dizaine d'universités. Si vous allez en Allemagne, et tout près de la frontière, à Fribourg, moi quand je m'y rends, je descends d'avion à Mulhouse. À Fribourg, vous avez un institut connu de tous les Allemands, un institut qui a son émission à la télévision régulière et qui occupe 40 chercheurs payés à plein temps. En France, au contraire, c'est le vide. La conséquence, c'est qu'on a aussi le record de charlatans par milliers d'habitants, évidemment, puisque Victor Hugo le disait déjà, Victor Hugo c'est une référence, si la science ne s'en occupe pas, les charlatans, eux, s'en occupent. Eh bien, en France, exception française, mais celle-là pas dans le bon sens, on ne s'en occupe pas. Or donc la définition des phénomènes paranormaux, elle a été adoptée par l'équivalent américain de l'Académie des sciences en 1969, et c'est la suivante. Un phénomène paranormal est un phénomène dont on peut constater la réalité en utilisant les méthodes scientifiques, donc les mêmes méthodes que celles qu'on utilise en biologie ou en géologie ou en pharmacologie quand on met au point un nouveau médicament, les méthodes scientifiques les plus dures. On peut établir la réalité de ce phénomène grâce à ces méthodes, mais il n'existe pas de théories scientifiques qui permettent de le comprendre. Autrement dit, on sait que c'est vrai, on sait que ça existe, et on ne sait pas pourquoi. C'est la grande différence avec le paracétamol, si vous voulez. Le paracétamol, on sait que ça soigne le mal de tête, mais on sait pourquoi. Les phénomènes paranormaux, on sait qu'ils se produisent, qu'ils font partie de la nature, qu'ils font partie de notre environnement, mais comment, pourquoi, on ne sait pas. Ces phénomènes
Alors là, ce sont mes 10 petites minutes de vieille déformation professionnelle. Je vais vous faire un cours, vous pouvez prendre des notes. Donc les phénomènes paranormaux se divisent en deux catégories, les phénomènes parapsychologiques et ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les phénomènes connexes. Les phénomènes parapsychologiques eux-mêmes se divisent, ouais c'est un cours, se divisent en phénomènes classiques et phénomènes modernes. Les phénomènes classiques, c'est la voyance, la télépathie, les apparitions de fantômes ou de personnages religieux, les objets qui se déplacent tout seuls, autrement dit les maisons hantées. Ça, ce sont les phénomènes parapsychologiques classiques. Et les phénomènes modernes, c'est la fameuse expérience de mort imminente, dont je vous parlerai plus en détail dans mon premier exposé, et la sortie hors du corps. Donc ça, c'est la parapsychologie au sens strict. Et on dit parapsychologie parce que tous ces phénomènes, la voyance, la télépathie, la sortie hors du corps, sont liés à l'être humain. La voyance, c'est quelqu'un qui reçoit une information sans qu'on sache d'où elle vienne. Le guérisseur, qu'on étudie aussi dans cette catégorie, c'est quelqu'un qui soigne alors que la médecine n'y comprend rien. Et puis, les phénomènes connexes, ce sont l'ufologie, les ovnis. Alors là, effectivement, pour qu'un ovni atterrisse, il n'y a pas besoin d'avoir un témoin. Le lendemain, on verra les traces. Et la cryptozoologie, dont je parlerai avec Richard Desnolan, c'est-à-dire le monstre du Loch Ness, le Yéti et autres grosses bébêtes. Donc voilà ce que sont vraiment les phénomènes paranormaux. Et voilà de quoi nous allons parler toute cet après-midi, et puis toutes les autres fois, parce qu'on n'a vraiment pas l'intention d'en rester à cette première session. On reviendra, vous aussi, j'espère. Vous pouvez me le dire déjà que vous reviendrez. Bon, donc moi, pour entamer, maintenant que le cours est terminé, je vais vous parler de la grande question qui est liée au phénomène parapsychologique, c'est celle de l'après-mort. Parce que depuis les débuts de l'humanité, d'une part, on a observé des phénomènes parapsychologiques, d'autre part, on a voulu les interpréter en termes de manifestations de personnes décédées. Et c'est bien compréhensible. Personne n'a envie de mourir. Moi, pas le premier. Vous me permettez une anecdote ? On le sait, mes amis surtout, qu'à la place du sang, j'ai un fluide particulier dans les veines qui s'appelle le jazz. J'ai un ami qui est musicien de jazz qui s'appelle Irakli et qui joue le répertoire de Louis Armstrong. Et à cet Irakli, il est arrivé, quand il débutait en 1965, il y a bien longtemps, une aventure curieuse. Il a un jour signé un contrat pour se produire au Palais des Sports à Paris, celui de la Porte de Versailles. Et dans le contrat, il y avait écrit évidemment, puisque vous êtes un jeune musicien français, un débutant, vous ferez la première partie, et en seconde partie, il y aura une grande star américaine, dont on ne connaît pas le nom parce qu'on n'a pas encore trouvé cette star. Donc il a signé le contrat, c'était un de ses premiers contrats, il était bien content. Et puis au bout d'un moment, coup de téléphone de l'impresario, ah oui, on a trouvé la vedette américaine, c'est Louis Armstrong. Et mon Irakli, qui tombe en liquéfaction, qui dit qu'est-ce qui va m'arriver ? Moi, je joue le répertoire d'Armstrong et je vais me produire en première partie de l'autre Armstrong, le vrai, c'est pas possible. Un homme qui n'a jamais eu le trac, il était liquéfié. Il a été liquéfié jusqu'au moment où son épouse, la si gentille Monique, lui a dit écoute, tu as quand même une chose, tu es le seul qui puisse rentrer un magnétophone et pirater le concert d'Armstrong sans que personne lui pose de questions. Donc il a piraté le concert d'Armstrong, il en a fait d'abord des enregistrements sur bande, puis sur cassette, et ça fait maintenant plus de 40 ans que ces enregistrements circulent, d'autant plus que ce jour-là, Armstrong il a été particulièrement bon dans Hello Dolly. Il a tenu 8 minutes avec 3 chorus. Et donc l'autre jour, j'écoutais cet enregistrement pour la 10 millième fois, sinon la 100 millième de ma vie. Je l'écoutais et je me disais qu'aucun de Padoue, tu n'as plus 20 ans, tu n'as même plus 50, il y a longtemps que tu as passé les 60, et voilà un moment où tu seras mort, et dans 2 heures, tu ne l'écouteras plus. Ben, ça ne me plaisait pas.
ça ne plaît à personne. L'être humain est tel que vraiment il n'a pas envie de mourir. Et c'est pour ça qu'on a toujours entretenu l'espoir de quelque chose après la mort. Et l'espoir, c'est une chose, mais il est bon de l'étayer sur des faits que l'on pense concrets. Voilà pourquoi, depuis 2000 ans, et partout, à Rome comme à Athènes comme à Pékin, on parle de fantômes, on parle d'objets qui se déplacent parce que les morts se manifestent. La plus vieille histoire de fantômes, et interprétée comme étant la manifestation d'un mort, a été racontée par l'écrivain romain Pline, il y a 2000 ans. C'est un écrivain que tous les latinistes connaissent. Et donc Pline raconte la mésaventure du philosophe Athénodore, qui était philosophe, un philosophe d'une certaine réputation, il est toujours dans les dictionnaires, et qui était radin. Ça, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut de tous les philosophes. Donc cet Athénodore voulait payer un loyer le plus bas possible, et un jour il apprend qu'à Athènes, alors il y a une maison spacieuse, confortable, bien équipée, on brade. Oh, il dit, coquin, je suis prêt à déménager. Et on lui dit, vous savez, monsieur Athénodore, philosophe que vous êtes, qu'il y a un fantôme dans cette maison. Athénodore répond, à ce prix-là, moi, j'attends le fantôme. Et donc, il s'installe, et voilà qu'un soir, il est en train de travailler, il entend un bruit de chaîne. Un bruit de chaîne, il lève un peu la tête, il voit vaguement quelque chose, une brume, une silhouette qui s'approche. Il se remet à travailler, il se remet à écrire. Le bruit de chaîne s'accentue, et là, Athénodore, écrit par l'écrivain romain Pline il y a 2000 ans, il voit devant lui un fantôme qui ferait aujourd'hui le metteur des metteurs en scène de cinéma fantastique. Puisque ce fantôme, c'est un squelette. Il est enveloppé dans un suaire et il agite ses chaînes. Donc il y a 2000 ans, on voyait déjà les choses comme ça. Et le fantôme agite ses chaînes. Et Athénodore continue d'écrire. Le fantôme s'agite de plus en plus. Oh, je suis là. C'est bien beau de philosopher, c'est bientôt de penser. Au point qu'au bout d'un moment, Athénodore dit au fantôme, j'ai du travail, qu'est-ce que tu veux? Et le fantôme montre le sol, puis disparaît. Le lendemain, on fait des fouilles et on découvre un squelette avec des chaînes. C'était quelqu'un qui avait été assassiné dans la maison. C'est la plus vieille histoire de fantôme connue, et voyez, c'est une histoire moderne. Et donc là, le fait que le philosophe ait vu quelque chose, allez savoir quoi, on peut toujours discuter. Mais le fait qu'on ait retrouvé le squelette avec ses chaînes, ça, c'est significatif. Et bien de suite, tout le monde, à commencer par le philosophe, a dit « c'est le mort qui s'est manifesté ». C'était une interprétation. On pouvait trouver des tas d'autres explications possibles. Mais on ne retenait que celle-là. Et donc, depuis 2000 ans, des histoires comme ça, on en a entassé. On a commencé à les collectionner, à les classifier, à les étudier à partir du milieu du 19e siècle. Et aujourd'hui, on dispose de dossiers tellement épais que dans les grands laboratoires de parapsychologie, comme celui de Fribourg dont je vous parlais il y a quelques instants, eh bien, on ne recueille plus les témoignages. Si vous avez une histoire de fantôme, vous ne trouverez plus un chercheur scientifique pour l'enregistrer, parce qu'il vous dira on en a trop, on les connaît toutes, et ce sont toujours les mêmes. Mais parmi ces histoires, il y en a une qui est quand même tout à fait remarquable, qui est plus intéressante que les autres, c'est celle de M. Chaffin, qui était un négociant bestiaux et qui vivait en Oklahoma. Alors, M. Chaffin, il avait deux fils. Il avait deux fils, Jérôme et Marshall, et Jérôme était pasteur, c'est-à-dire qu'il ne rigolait pas. C'est un de ces personnages qui tombait sous le coup de la loi parce qu'il ne buvait que de l'eau, ce qui, paraît-il, devrait être interdit, n'est-ce pas, Richard? Bon, donc, il ne buvait que de l'eau, ce pasteur. C'était quelqu'un de sérieux. Il était réputé pour sa piété,
pour sa sagesse, tous ses paroissiens l'aimaient bien. Bon, l'autre fils, c'était ce qu'on nomme d'habitude le gibier de potence. Il ne faisait rien de sa vie, à part aller d'un bistrot à l'autre, tout le temps ivre, on le ramassait dans le caniveau, etc. On ouvre le testament de Chaffine père, et qu'est-ce qu'on voit? Tous mes biens, il y en avait beaucoup, hein, c'était un grand négociant, il y en avait beaucoup. Tous mes biens, ils vont à mon fils, à l'aîné, l'ivrogne. Vous imaginez la tête du pasteur, qui se voyait déjà en train de retaper son temple, en train de dire il a des travaux à faire, puis de toute façon l'héritage, ça mettra un peu de beurre dans mes épinards. Le pasteur, il dessert le col, là, le col de clergyman, et il dit, ben je trompe. Bon, ben c'est comme ça. Donc tout l'argent part chez le mauvais garçon, etc. Et au bout de quelque temps, le pasteur Chaffine, le déshérité, se met à raconter autour de lui, alors il n'en parle que très peu, à des confrères plus âgés que lui. Il en parle à des paroissiens dignes de confiance. Et il leur dit, mon père m'apparaît en pleine nuit, quand je dors, dans mes rêves peut-être, je ne sais pas, ou quelquefois je me réveille, j'ai l'impression de le voir dans la chambre, et il me parle. Et mon père me dit, le testament qu'on a ouvert chez le notaire n'est pas le bon. Le vrai testament est ailleurs. Alors évidemment, de suite, ceux qui entendent de l'histoire, mais mon révérend, demandez-lui davantage à votre père si le vrai testament est ailleurs. Voilà qui est une histoire intéressante. Ah, et comment demander quelque chose à un fantôme dont on n'est pas sûr qu'il apparaît dans la chambre ou qu'on le voit en rêve? Comment? Enfin, on va essayer. Et un jour, le révérend Chaffine a l'impression que le rêve est plus dense, plus concret, et il parle. Papa, tu m'as bien parlé d'un véritable testament. Comment le trouver? Et le fantôme, en rêve, répond, va chercher la Bible qui est dans la poche de mon vieux par-dessus marron. Quand le révérend Chaffin se réveille, il dit, coquin, papa, il est mort il y a 4 ans maintenant. Où est le vieux par-dessus marron? Bon. Et est-ce qu'il y a encore une Bible dans le vieux par-dessus marron? Bon, on cherche, on ne trouve pas le par-dessus. Nouveau rêve. Donc il y a une évolution, vous voyez, les rêves se précisent. Au début, c'était j'ai l'impression que mon père apparaît, mais je ne sais pas si c'est en rêve ou si c'est dans la chambre. Là, il apparaît bien en rêve. Le père qui reparle, oui, le vieux par-dessus marron, il a été donné aux dames de charité de ta paroisse. Va essayer de voir s'il n'a pas été remis à quelques personnes dans le besoin. Il paraît que ce matin-là, le révérend Chaffine s'est réveillé beaucoup plus tôt que d'habitude. Il court au temple à l'ouvroir et le par-dessus marron que je vous ai donné à la mort de mon père, vous l'avez encore? Oui. Oh là là. Oh là. Vite, vite, on le fouille. Il y a bien une Bible. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Bible? On la feuillette, on ne trouve rien. La nuit suivante, nouveau rêve. Feuillette bien la Bible et va voir à la page 147. Le lendemain, le révérend Chaffine se réveille sans doute encore plus tôt. Il saute sur la Bible, page 147. Il trouve un papier, va ouvrir le livre des Actes des Apôtres, le mien, que tu as conservé. Mon Dieu, le livre des Actes des Apôtres. Ah oui, je l'ai conservé, je m'en sers régulièrement. Ce pauvre pasteur va ouvrir le livre en disant, pourvu que je ne trouve pas encore un papier, avec écrit, va ouvrir l'Encyclopédia Universalis ou quelque chose comme ça. Donc il se précipite, il l'ouvre, et là, il trouve effectivement, véritablement, le testament. Alors, cette histoire qui s'est passée en 1921, qui est considérée comme un des grands classiques de la parapsychologie. On peut évidemment l'interpréter en disant c'est Papa Chaffine qui s'est manifesté, c'est lui qui a voulu rétablir une injustice dans le fond,
Il y avait le Premier Testament était finalement, on le découvrira, était un faux rédigé à la demande du fils de Sac et de Corde. Le notaire était complice, on avait fabriqué un faux testament. Donc c'est papa qui s'est manifesté d'outre-tombe pour établir la vérité. Bien sûr, c'est une interprétation. Mais en même temps, vous trouverez des chercheurs en parapsychologie qui vous diront pas du tout, c'est simplement un phénomène de voyance. Le fils, il a obtenu par voyance des informations sur l'existence de ce véritable testament. Autrement dit, vous voyez, l'histoire est un peu longue, mais elle est jolie. Autrement dit, à partir du moment où la science a commencé d'essayer d'étudier ces phénomènes de personnes décédées supposées se manifester, on a toujours trouvé une explication plus simple que celle de la manifestation d'un mort. Et donc on en était là jusqu'en 1976, très exactement, où chaque fois qu'on avait un témoignage fort, comme celui de l'histoire du père du pasteur Chaffin, on avait une autre explication, une explication alternative, qui était certes paranormale, puisque c'est incompréhensible, mais une autre explication possible que la manifestation d'une personne décédée. Un autre cas célèbre est celui de la famille d'un peintre qui était veuf et célèbre en 1900 et qui maintenant est complètement oublié, qui s'appelait Paul Tarse, comme l'autre Saint Paul. Et ce Paul Tarse, chaque fois que dans la famille, quelqu'un mourait, eh bien, il y avait un piano qui jouait tout seul. Alors, on peut dire que c'est la personne décédée qui annonçait, dans le fond, qu'elle venait de partir. On peut dire aussi que c'est la force de la pensée qui agissait sur le piano parce que l'information du décès était arrivée par voyance. Ça paraît sophistiqué, ça paraît tordu d'envisager ces explications, mais il faut qu'on sache que la voyance, on sait faire des expériences, on sait observer la voyance en laboratoire. Moi, dans ma carrière, j'ai fait en gros 10 000 expériences de voyance, sans compter un certain nombre de personnes que j'ai suivies pendant plusieurs années. On peut interpréter ça en termes de voyance et non pas disant c'est le mort qui vient jouer du piano pour annoncer qu'il est mort. Donc on en était là jusqu'en 1976 et en 1976, un psychiatre américain dont le nom est maintenant mondialement connu, qui se nomme Raymond Moody, a commencé à recueillir des récits de personnes non pas décédées, mais ayant frôlé la mort. Ce qu'on s'est mis à appeler les expériences de mort imminente. Or, je ne vous le résumerai pas parce que c'est assez connu, l'expérience de mort imminente, c'est quelque chose qui est vécu par quelqu'un qui est en grand danger de mort et puis qui malgré tout est sauvé. C'est quelqu'un qui est sur une table d'opération et les choses vont mal, puis finalement il s'en sort. C'est quelqu'un qui est en train de se noyer et puis les pompiers arrivent à temps. Donc l'expérience de mort imminente, l'impression de faire un trajet dans un tunnel, de rencontrer des personnages, d'être dans une lumière ineffable, c'est Raymond Moody qui a découvert cela. Mais dans l'expérience de mort imminente, au moins dans certaines d'entre elles, il y a un passage particulier qu'on appelle la sortie hors du corps. C'est un épisode, si vous voulez, la sortie hors du corps, c'est un épisode de l'expérience de mort imminente. Et pour bien comprendre ce qu'est la sortie hors du corps, le mieux, c'est que je vous rapporte notre témoignage qui a été vécu par un Toulousain. Et c'est un monsieur qui a gardé son histoire pour lui pendant plus de 40 ans. Et puis, un jour, il m'a entendu à la radio. Évidemment, vu la moyenne d'âge, quand on dit Sud Radio, ça ne dit plus rien à personne. Mais donc, j'ai fait pendant plus de 10 ans une émission régulière sur Sud Radio. Et ce monsieur m'a entendu et il a eu l'impression qu'il pouvait me faire confiance. Il est venu me voir à l'université et il m'a raconté ce qu'il avait vécu 40 ans auparavant, en 1949, alors qu'il était militaire. Il avait été incorporé à Toulouse. On part faire des manœuvres en forêt de Bouconne.
On va bivouaquer le soir, on range les fusils, vous savez, en faisceau comme disent les militaires, c'est-à-dire on les met en pyramide, un peu verticalement. Il y a un fusil qui est mal accroché parce que ce sont des bidasses. Il tombe, il est chargé et notre ami Jean, notre héros de cette histoire, reçoit la balle en plein dans le foie. On le ramène d'urgence à Toulouse, à l'hôpital militaire, à l'arrêt, qui à l'époque était place Saint-Pierre. On l'opère. Il était évidemment dans le coma, si on ose dire le plus complet pour employer un langage courant. En plus, on profite de l'occasion pour tester sur lui de nouveaux anesthésistes. Et comme ce n'était pas le docteur JJC, il est vraiment piqué. Bon, donc il dort, et en même temps, il assiste à toute l'opération. Quand il va se réveiller, il va pouvoir raconter l'opération complètement, donner des détails, dire au chirurgien, à un moment donné, vous avez engueulé une infirmière, c'est celle qui a un gros rouge à lèvres et qui avait un crayon dans la poche de la blouse. Bon, il raconte toute l'expérience. Il faisait que lui dire, il disait au chirurgien, on voit bien que vous êtes un major, vous ne faisiez que répéter nom de Dieu toutes les 2 phrases. Évidemment, le chirurgien ne le croit pas. Jean est en convalescence, le chirurgien vient le voir régulièrement. À chaque fois, Jean, qui évidemment a été marqué par son histoire, par cette sortie hors du corps, il dit au chirurgien, mais je savais que j'étais sur le billard, je me voyais sur la table d'opération, mais je me voyais parce que en même temps, j'avais l'impression d'être une caméra au plafond qui filmait, qui enregistrait tout ce qui se passait. C'est typique de la sortie hors du corps. Et le chirurgien ne le croit pas. Au point que Jean finit par lui dire, écoutez, docteur, voilà, je vous ai déjà dit tout ce que j'avais vu pendant l'opération, tout ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas me démentir, mais vous ne faites que me dire, je ne vous crois pas. Ça ne tient pas la route. Vous me dites que ce que je raconte est parfaitement exact, et en même temps vous me dites, je ne vous crois pas. Oui, vous reconnaissez que vous dites nom de Dieu toutes les 2 phrases, oui, vous reconnaissez que vous avez enchouffé une infirmière, que celle-là, elle avait toujours beaucoup de rouge à lèvres, et en même temps vous me dites, je ne vous crois pas. C'est un peu fort. Eh bien, dit Jean, docteur, je vais vous convaincre définitivement. Pendant que je faisais la caméra là, qui filmait tout ce qui se passait, eh ben, je suis allé sous la table d'opération. Et là, sous la table d'opération, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une plaque avec la date de fabrication et le nom du fabricant. Et sous la table d'opération, il y a une plaque avec écrit fabriqué à Saint-Étienne en 1941. Et alors là, le chirurgien lui répond, il doit dire nom de Dieu. Nom de Dieu, Jean, cette fois-ci je vous tiens. Il n'y a personne dans le bloc, je reviens dans 1 minute. Il part en courant. Et quand Jean racontait le témoignage, il disait, quand il est revenu, il était plus blanc que sa blouse. Évidemment. Et dans la famille du chirurgien, on en parle encore aujourd'hui. On dit que le père, finalement, il s'en est peut-être pas tellement remis d'avoir été témoin de cette aventure. Donc, ça, c'est la partie hors du corps. C'est un exemple de partie hors du corps de l'expérience de mort imminente. Et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement? Il faut en tirer que, alors que Jean était complètement KO, sa conscience était encore en activité. La conscience, ce qui fait que nous ne sommes pas des animaux, ce qui fait que justement nous savons que nous allons mourir, alors qu'un animal ne le sait pas. Sa conscience était en activité alors qu'il était dans le bleu le plus complet. À partir de ce moment-là, on peut poser des hypothèses très sérieuses, qui sont des hypothèses scientifiques jusqu'à être bêtement scientifiques, à savoir ce qui, pendant que nous sommes anesthésiés, pendant que nous sommes dans le coma parce que nous sommes en train de frôler la mort, notre conscience est encore active. Pourquoi ne le resterait-elle pas une fois que nous sommes complètement morts? Et c'est une bonne question. C'est une véritable question scientifique. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de continuité de la conscience, qui est étudiée par exemple à l'université de Southampton
par le professeur Sam Parnia, qui est étudié en Hollande par un autre grand médecin qui s'appelle Pim van Lommel, qui est étudié en Belgique au Coma Science Group par le professeur Loreis, qui est probablement nobelisable, l'hypothèse de continuité de la conscience. Non seulement, si vous voulez en résumer, la conscience humaine continue de fonctionner alors que le cerveau est quasiment au ralenti, alors que nous sommes dans le bleu, et si l'on doit donner un exemple, c'est celui de Jean, qui alors qu'on est en train de l'opérer, est capable de voir la plaque sous la table d'opération. Mais si elle peut continuer de fonctionner à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle ne continuerait pas de fonctionner une fois que tout le reste de la mécanique serait tombé en panne pour de bon? Ce sont, à l'heure actuelle, des hypothèses scientifiques. Et donc, par conséquent, d'un point de vue scientifique, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est premièrement, ceux qui jusqu'en 1976 disaient la mort c'est quelque chose de définitif, la mort c'est le néant, cette position-là est dépassée. Un grand savant, un neurologue, vous l'auriez rencontré un jour de 1975, vous lui aurez dit moi je crois, je suis chrétien, je crois que j'ai une âme et qu'après ma mort, mon âme ira au paradis, voyons, évidemment. Bon, et ce chirurgien, vous aurez répondu, un chirurgien qui ne serait pas sectaire, qui ne serait pas un bouffeur de curé, il vous aurait répondu en 1975, non, vous pouvez le croire, je respecte votre croyance, mais comme on disait à l'époque dans le milieu médical et savant, quand on fait des autopsies, on n'a jamais trouvé l'âme. Donc vous le croyez, c'est respectable, et ça reste une croyance. Eh bien, à l'heure actuelle, on ne peut plus dire « vous le croyez ». On est obligé de considérer la question comme incontournable. Donc, en 1975, la question ne se posait pas. À l'heure actuelle, scientifiquement, la question se pose. Et refuser que la question se pose, que la question de la continuité de la conscience, autrement dit, le fait qu'après la mort, il subsiste quelque chose d'immatériel de nous, cette interrogation, alors j'écris interrogation en caractères gras et en majuscules, cette interrogation est de nature scientifique. Mais évidemment, il est tout aussi peu scientifique de dire on a la réponse, c'est sûr. C'est ce que font tous les charlatans. Venez, ça vous coûtera 98 €. On a la question, on n'a pas la réponse. Il y a des travaux dans le monde entier pour chercher la réponse. On ne sait pas laquelle. On ne sait pas si cette hypothèse de continuité de la conscience sera un jour validée ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas se dispenser de l'étudier. Et ça, c'est évidemment absolument révolutionnaire dans l'histoire de la pensée rationnelle. C'est révolutionnaire, puisque on se demande maintenant vraiment, et alors, si après notre mort, quelque chose continue d'exister. Parce que bien entendu, si notre conscience finalement continue d'être active après notre décès, on peut pousser, et c'est toujours aussi rationnel, la spéculation plus loin. Même si ce n'est que de la spéculation. C'est aussi rationnel que toute démarche analytique. Si on dit, alors donc, si la conscience peut continuer d'exister après la mort, alors est-ce qu'on ne pourrait pas communiquer avec cette conscience? Autrement dit, on retrouve aujourd'hui les interrogations. J'aurais écrit interrogation en gras et en le soulignant, mais je change de police de caractère pour que ce soit un peu plus gros. Autrement dit, aujourd'hui, les interrogations sont incontournables, on n'a pas la réponse, mais les interrogations sont incontournables. On peut aujourd'hui se demander en termes scientifiques, et si la mort était quelque chose qui ne serait pas définitif? Est-ce qu'une fois que la tombe se referme, est-ce qu'il ne pourrait pas rester quelque chose de nous? C'est un vrai problème scientifique. Peut-être que Stephen Loreis aura le prix Nobel à cause de ça.
Merci pour votre patience. Bon, les questions, c'est d'usage, toujours comme on attend que le premier non timide se manifeste. Ben, oh là là, quelle foule de timides. Je n'en ai jamais rencontré une foule de timides qui soit aussi nombreuse et aussi timide que celle-là. Donc personne n'a rien à me demander. Ah, on vous écoute. Oui. Oui, Jean, dis Jean. Eh bien, évidemment, je ne suis pas expert pour y répondre. Je sais qu'il y a de multiples travaux qui se font. On reçoit des articles scientifiques presque toutes les semaines. L'objectif, c'est de se demander si les expériences de mort imminente sont explicables en l'état actuel des connaissances. Donc, est-ce que c'est explicable par un fonctionnement du cerveau qu'on aurait ignoré? Est-ce que c'est explicable par l'action d'une certaine glande? Ce sont les questions qui se posent à l'heure actuelle. Et c'est sur ça que travaillent les équipes scientifiques. C'est un travail de fourmi. Essayer d'écarter les unes après les autres toutes les possibilités d'interprétation classique, on va dire standard. Et donc, il y a énormément de publications sur ce sujet. Celle que vous citez en est une. Et donc là, celle que vous citez est en faveur de l'hypothèse de continuité de la conscience. Et absolument en faveur de la continuité de la conscience, puisque ce qui a été démontré, c'est que cette action supposée de la glande pinéale ne suffit pas à expliquer les expériences de mort imminente. Donc, c'est un bon pas en avant. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Moi? Oui, je... Oui, 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 absolument. C'est même un de mes... Je vais évidemment vous donner le plus d'anecdotes possible, c'est ça qui est intéressant. Même le premier témoignage que j'ai recueilli, c'est celui d'une de mes étudiantes qui, un samedi sur le coup de midi, après avoir passé un examen partiel, rentre chez elle. Elle vivait chez ses parents, c'était des Toulousains. Sa maman, que j'ai rencontrée par la suite, lui demande alors comment ça s'est passé le partiel. Et cette jeune fille répond à sa maman, Lignon, il donne toujours des sujets aussi cons. Bon, très bien, on recommencera une fois de plus. Bon, puis après quoi, cette jeune fille, elle va faire la sieste. Elle va faire la sieste, elle tombe dans un demi-sommeil, donc elle va faire la sieste en disant oui j'en ai marre de tout ça, ces sujets de maths, etc. etc. Je vais essayer de roupiller pour penser à autre chose. Elle n'arrive pas vraiment à s'endormir parce que justement elle a l'impression qu'elle a complètement loupé son examen. Donc elle est à mi-chemin dans ce demi-sommeil qu'on connaît tous, qui est un état modifié de conscience. Et paf, un peu comme Jean, à un moment donné elle se sent caméra, en train de virevolter dans la pièce, d'observer ce qui se passe. Donc elle n'est absolument pas en danger de mort. Hein. Elle est en train de râler plus ou moins contre moi. Et en faisant la caméra, comme ça, en virevoltant, elle se voit sur son lit, et en même temps la caméra monte au plafond, et elle voit son armoire, son dressing, comme disent les jeunes maintenant. Or, son armoire, c'était un de ces trucs typiques de chambre d'étudiants, c'est-à-dire 4 toiles cirées là, avec des barres métalliques, et donc pas de toit, pas de plafond. Et comme elle est au plafond, ben elle voit ce qui est en haut de son armoire, bien sûr. Elle ne le verrait pas du lit, mais elle le voit d'en haut. Et elle dit, tiens, maman a rangé, et elle m'a mis mes pulls tout en haut. Bon, elle se réveille, elle va vérifier, effectivement, les pulls étaient tout en haut. Et donc, elle n'était absolument pas proche de la mort. Mais elle a vraiment fait, à mon avis, une sortie hors du corps.
Pour ajouter, je dirais que par la suite, on a essayé de recommencer. Quand elle m'a eu raconté l'histoire, je lui ai dit, vous avez envie qu'on essaie de nouveau? On a essayé sous hypnose, sous hypnose légère. Rien ne s'est jamais produit. Donc, ça confirme aussi d'un certain côté qu'on ne connaît pas les mécanismes de ces phénomènes. C'est le grand problème. On sait que ça se passe. Là, indiscutablement, elle avait bien vu son armoire depuis son lit, si on ose dire, ou depuis le plafond, puisqu'elle était hors du corps, mais elle n'a jamais recommencé. Mais elle n'était pas du tout en danger de mort. Hein. Une autre question, peut-être? Oh là là. Rien de rien de rien. Ah, pardon, je vous oubliais, vous en avez une deuxième. Dans des cas comme celui de Chaffine que j'ai raconté, oui. Non, la voyance, ce n'est pas une explication irrationnelle, puisque la voyance est un phénomène qu'on sait reproduire expérimentalement depuis 1927. Alors, non, on ne sait pas si c'est le cerveau qui provoque la voyance. On sait que la voyance existe. C'est toujours pareil. On ne sait pas quelle est l'origine du phénomène de voyance. Mais on sait que le phénomène de voyance est une réalité. Et pratiquement que tout être humain est capable de voyance. Donc c'est une hypothèse qui est plus simple que celle de penser qu'une personne décédée se manifeste. Et c'est une règle scientifique depuis le XVIe siècle de privilégier les hypothèses les plus simples. Donc il y a une alternative. Ce type de voyance qu'a vécu le pasteur Chaffine, on en trouve des exemples similaires dans d'autres cas. Hein. Quelque chose de très ciblé sur un problème précis qui concerne la personne, ce n'est pas le seul exemple. Mais parler de voyance, ce n'est pas irrationnel. Vous savez, un jour, peut-être au Popcorn, oui, au Popcorn, si Sébastien veut bien, je ferai une conférence sur l'utilisation de la voyance pour l'espionnage par la CIA. C'est pas irrationnel. Quand les services secrets disent ça pourrait bien nous servir, on n'est vraiment pas du tout dans l'irrationnel. Il y a un documentaire américain qui a été diffusé en France sur Planète, mais il y a longtemps et de manière pas très visible, où on voit un haut gradé américain qui enfonce la casquette jusqu'aux oreilles et qui dit on s'en fiche de savoir comment ça marche pour peu qu'on puisse l'utiliser. C'est ça la voyance. Bon, vous n'avez pas d'autres questions? Plus personne? Ah si, je vous vois. Oh, il aurait mieux valu attendre euh, 17 heures peut-être pour parler de ça. Je préfère ne pas répondre. Je vous rappellerai simplement que M. Charbonnier, qui n'est plus médecin, a beaucoup de choses à faire avec l'ordre des médecins qu'il a condamné 2 fois, le procureur de la République qui a ouvert une enquête, l'ami Vilude et Infosecte Toulouse, qui n'aiment pas les sectes, et Médiacité qui se prépare à publier le budget, les recettes, quoi, ce qui ne l'intéresse pas beaucoup, c'est tout. Et il ne faut pas parler de travaux, parce que, pour être plus sérieux, un travail scientifique, c'est un travail qui obéit à certaines normes, à certaines caractéristiques. Un travail scientifique, c'est quelque chose qui donne lieu à un rapport qui est évalué par des experts indépendants. Or, dans l'affaire que vous évoquez, le seul matériel informatif dont on dispose, ce sont des témoignages qui sont publiés sur Facebook. Donc il faut se contenter de ça. Il n'y a pas eu de demande à une revue médicale ou comme ça d'évaluer ces témoignages. Par contre, quand on en fait l'analyse statistique, ça c'est mon job, bien on trouve des ressemblances vraiment extrêmement curieuses, comme s'ils étaient écrits par le ou les mêmes auteurs. Bon, c'est pas un travail scientifique, c'est de la publication pour trouver des clients pour des séances d'hypnose et pour exploiter la détresse des personnes endeuillées. Voilà.
Je regrette beaucoup si je vous fais de la peine, mais la réalité, elle ne fait pas toujours plaisir à voir. Oui, je vous en prie. Oui. Alors voilà, ça c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant, je vais vous dire pourquoi. Non, je suis persuadé que le cas de Nicolas Fraisse est un cas authentique, que ça pose un vrai problème. Je suis persuadé que Madame d'Étiolaz a fait un travail avec Charles Fourier, qu'ils ont fait un travail extrêmement sérieux et dont la qualité est indiscutable. Seulement, Madame d'Étiolaz, pour des raisons tout à fait prosaïques que je vais vous donner, Madame d'Étiolaz a préféré ne pas chercher à publier dans des revues scientifiques spécialisées, les revues qui publient ce genre de travail. Il y en a au moins deux aux États-Unis, et il y en a une en Grande-Bretagne. Elle a préféré ne pas publier, elle a préféré faire un livre parce qu'elle a besoin de crédit. Je vous dis, ce sont des raisons prosaïques. L'Institut de Madame d'Étiolaz était financé par un banquier suisse. Évidemment, vous vous rendez compte, un banquier suisse qui finance des travaux sur la sortie hors du corps. Ce banquier suisse a commis une erreur. Il est mort de vieillesse. Mais comme il finançait à titre personnel, Madame d'Étiolaz n'a plus de sous. Donc elle a pensé, et là, au point de vue gestion, c'était très juste, qu'en publiant un livre, elle attirerait d'autres mécènes. Donc elle a choisi la publication d'un livre. C'est très très embêtant, vous voyez, d'un point de vue académique, parce que par exemple, elle n'est pas invitée dans les congrès de parapsychologie scientifique, parce qu'elle n'a fait que le livre. Mais sur le fond, la qualité de son travail est indiscutable. D'ailleurs, si tout se passe bien, pour une prochaine session des Rendez-vous du Paranormal, moi je demanderai à Nicolas Fraisse de venir. Parce que c'est un bonhomme très sympathique et qu'encore une fois, la qualité des travaux de Madame d'Étiolaz est indiscutable. Mais il y a un problème tout bête. Il y a un problème tout bête. Elle ne parle pas devant les spécialistes parce qu'elle n'a pas suivi la démarche qui permet de parler devant les spécialistes. Mais quand on lit son livre, on ne trouve pas la moindre faille de méthode, le moindre détail qui cloche. Exactement. Ça a été mesuré, c'est très rigoureux. C'est très, très rigoureux, c'est indiscutable, quoi. Enfin, à mon avis, scientifiquement indiscutable. Si on regarde ce qu'elle a fait, parce qu'en plus, il y a des documents internes qu'elle communique si on les lui demande. Si on regarde les documents détaillés, les comptes rendus des expériences avec Nicolas Fraisse, on ne trouve de faille nulle part. C'est du vrai, du bon travail scientifique. Voilà. Bon, plus personne. Plus personne. C'est incroyable. Si c'était la fin de l'après-midi, je vous raconterai une autre histoire. Mais comme ce n'est pas la fin de l'après-midi et qu'il est exactement l'heure, nous allons pouvoir passer à la suite. Et nous allons pouvoir parler d'autre chose. Nous allons parler, c'est peut-être plus agréable que mes discours, nous allons parler de Dame Blanche et de fantômes. Alors, Stéphanie, Georges, si vous voulez venir, s'il vous plaît. Ah, on fait une pause de 10 minutes, oui. Il y a des livres à vendre. Donc on fait... Eh oui, eh oui, eh oui. Figurez-vous que les éditeurs, les imprimeurs et même les auteurs font 3 repas par jour. Par conséquent, il faut se procurer leurs livres. Vous les avez sur ma gauche, qui est votre droite. Et donc nous reprenons dans 10 minutes.